ce soir, petite formation sur les bases de la photo. Très rapidement. On ne va pas faire, pas traîner trop sur tout ce qui est théorique. Objectif, faire une petite démo après et puis surtout, vous libérer, vous laisser poser les questions sur les choses qui vous intéressent plutôt que de forcer sur juste de la théorie si vous n'en avez rien à faire. Exactement. Donc, nous avons à ma droite Loïc Jumel qui est dans Pixart. Si, dans le bureau de Pixart, on est les deux co-resp formation. Voilà, et donc moi, Jacques, tu ne t'es pas présenté. Non. Même si certains nous connaissent déjà. On voit ma tête, c'est bon, c'est fini. Pas besoin de plus. C'est mes chevilles, c'est bon. Alors, c'est parti. Bon, du coup, voir un petit peu avant de commencer, voir les bases de la photo, comment est-ce que je règle mon appareil, comment est-ce qu'il fonctionne déjà cet appareil. Cet appareil, il y a deux grandes familles. Alors, jusque-là, on ne montrait que la famille des réflexes parce que c'était ce qui vous intéressait le plus, c'était la chose la plus courante. Maintenant, on va commencer à montrer un petit peu la famille des hybrides parce que ça devient de plus en plus courant. Et en l'occurrence, moi, je suis équipé d'un hybride, par exemple. Je sais que Thomas aussi. Chez SSP, c'est 100% de l'hybride. Donc voilà, ça commence à monter un peu au niveau des hybrides. Donc, le fonctionnement, c'est assez simple. Là, on regarde deux appareils de côté. Vous allez retrouver dans tous les cas l'objectif qui sera au bout, par lequel va rentrer la lumière. Et ensuite, derrière, votre boîtier. Donc, à chaque fois en partie droite. Dans un boîtier réflexe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez avoir un jeu de miroirs. Un miroir, en l'occurrence, qui va pouvoir se relever, qui cache le capteur, mais ce jeu de miroir qui va vous permettre d'avoir une visée, en fait, de voir ce que voit votre objectif réellement. C'est vraiment une image, on joue juste avec des miroirs et on affiche l'image dans le viseur. À l'inverse, côté d'un hybride, en fait, l'image, elle va aller taper directement sur le capteur qui va permettre de renvoyer, donc d'afficher numériquement une image sur l'écran et dans le viseur quand il existe. C'est un viseur numérique. Donc, c'est la grosse différence, c'est au niveau de la visée. En plus de la conception, la différence visible, c'est au niveau de la visée. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir vraiment une image réelle et de l'autre côté, une image numérique, donc qui est déjà passée par le capteur. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à ça? Non. Vous pouvez utiliser le chat, je suis tout à fait ouvert à l'autre. Alors, hop. Donc, c'est parti. Donc, du coup, on va commencer à regarder un petit peu les réglages et donc voir comment est-ce qu'on peut gérer l'exposition au niveau du coup, de votre appareil. Oui, bon, de toute façon, on se mélange. Voilà. Donc, pour une bonne photo, comme on peut le voir là justement à l'écran, on va devoir gérer l'exposition parce qu'une photo qui sera trop surexposée, c'est une photo qui va recevoir trop de lumière dans le capteur et du coup qui sera pas brûlée, mais il y aura trop de lumière et elle ne sera pas belle. Et à l'inverse, une photo sous-exposée, ce sera une photo où il n'y aura pas assez de lumière. Et après, c'est chiant à rattraper sur les trous. Enfin, voilà, donc il faut la bonne quantité de lumière. Et c'est là qu'est le jeu de tous les petits réglages. Ouais. Alors, ce que disait Jacques au niveau de la récupération en fait, d'une photo, entre guillemets, ça, on le verra plus tard au niveau des formations. Donc, comment est-ce que je peux post-traiter une photo? Faut faire attention. Là, l'objectif, c'est d'avoir des photos qui soient toujours parfaitement exposées. Les petits ratés, c'est autorisé. Un gros raté, ça ne sera jamais rattrapable. Il faut juste retenir que, par défaut, on essaie quand même de faire le maximum pour avoir une photo correctement exposée. La retouche, c'est bien, mais si on fait vraiment une photo foirée, ou de toute façon, on parlera du flou, il y a certains réglages qu'on ne pourra pas récupérer après. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire une bonne photo? Si vous avez déjà touché un petit peu votre appareil, vous vous rendez compte qu'il y a trois grandes familles de réglages. Et au niveau de ces trois grandes familles de réglages, on va avoir le temps d'obturation, l'ouverture et la sensibilité. Donc, on va pouvoir jouer sur ces trois réglages en même temps. On va tous les regarder les uns après les autres, voir un petit peu comment ils agissent sur la photo réellement, ce qui se passe en fait quand je bouge un réglage, et puis voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser les trois pour avoir la bonne photo. Je cache ça. Donc, pour les différents paramètres, alors il y a le mode à bannir un peu. Dans l'idée, voilà, c'est tout bon, photographer vite, au maximum le mode automatique. Donc là, c'est vraiment l'appareil qui va faire tous les réglages. Donc ISO, vitesse d'obturation et vitesse. La vitesse, l'ISO, l'ouverture. Ouais, c'est ça. Bah oui, ouais, okay. Donc voilà. Ou alors, ce qu'on utilise vachement à Pixart, ça va être du mode semi-manuel.
Donc, soit le mode priorité à l'ouverture, où là, ça va gérer automatiquement l'ouverture du diaphragme. Le mode vitesse, où là, ça va gérer la vitesse d'obturation, je suis en train de dire. Ou le mode P, qui va permettre de modifier l'ouverture ou la vitesse. Voilà, donc en gros, une fois qu'on se met sur un des modes semi-manuels, on va devoir jouer avec les deux autres réglages, mais le mode avec celui qui s'affiche. Si tu es en mode vitesse, tu vas bouger la vitesse. Ça fait trop longtemps que j'ai pas voilà, fait ça c'est quand on passe en mode automatique dans sa tête en fait. Hein, vous allez voir très vite qu'on commence en fait à jouer avec les réglages et après on ne fait plus attention. On sait ce qu'on va chercher et puis du coup on va le chercher naturellement. Donc quand on se met en mode ouverture, on va gérer que l'ouverture. En mode vitesse, on va gérer que la vitesse. Vous remarquez qu'on n'a pas de mode sensibilité ou de mode ISO parce qu'en fait l'ISO on va pouvoir le gérer tout le temps. Alors le laisser en automatique ou le gérer tout le temps manuellement. Et donc il n'y a pas de mode spécifique pour ça. D'ailleurs c'est le dernier paramètre. On verra que c'est celui qu'on va utiliser le moins possible, bouger le moins possible, parce que c'est celui qui nous embête le plus ensuite au niveau de la qualité des photos. Le mode manuel, du coup, c'est on utilise, enfin, on doit tout gérer. Alors, c'est parti pour regarder un petit peu, faire un petit tour des différents réglages. Donc là, je suis en priorité ouverture. Alors, en fonction de votre marque d'appareil, moi, je sais que chez Sony, c'est un A. Parfois, c'est un AV. Donc, à vous de regarder un petit peu au niveau de votre appareil. L'ouverture, en fait, c'est assez simple. Si on regarde dans un appareil, dans un objectif, votre objectif, il peut s'ouvrir plus ou moins. C'est-à-dire que plus il va s'ouvrir, plus il va laisser de rentrer de lumière. Et à l'inverse, il va falloir faire très attention à ça. Plus il est ouvert, donc imaginons à f2, moins on va avoir de profondeur de champ. C'est-à-dire que vous allez avoir un joli flou d'arrière-plan, ce qui est en général assez recherché quand on fait de la photo au début. Donc on va chercher à avoir ce flou d'arrière-plan, mais il faut faire attention à ce flou d'arrière-plan. Il peut aussi faire qu'on a une photo qui n'est pas correctement mise au point, qu'on peut avoir des problèmes d'exposition dans certains cas, etc. Donc ça, on regardera un petit peu tout ça. Donc là, vous avez une illustration un petit peu de ce qui se passe au niveau de votre objectif quand vous vous mettez entre F2 et F16. Alors, il faut savoir que vous pouvez aller beaucoup plus haut et parfois un peu plus bas, jusqu'à F1.4 au moins, enfin, on va dire dans les gammes classiques. Et vous pouvez monter à bien plus que ça au niveau de l'ouverture. Deux petites choses, enfin, une chose qui est super importante, mais on aura le temps de revenir dessus. Quand vous montez avec des ouvertures donc très petites, donc des très grands chiffres, ouverture très petite, c'est-à-dire j'ai un tout petit trou, vous allez avoir un phénomène que vous connaissez déjà, qui est le phénomène de diffraction. Il va falloir faire extrêmement attention à ça. Ça peut être gênant au niveau des photos. En particulier, je pense aux photos de nuit ou aux photos avec des points lumineux assez flous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous montrer très rapidement au niveau d'un objectif ce qui se passe. Alors, je vais partager, changer de partage. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vous partage la vue d'un autre appareil, donc juste pour avoir une idée un petit peu de voir des choses. Hein. Alors, je vais placer un objectif devant l'appareil et vous montrer un petit peu ce qui se passe avec l'ouverture. Alors, déjà, on va changer la mise au point. Alors, je ne sais pas si c'est très visible. Manifestement, non, parce qu'on manque un petit peu de lumière ici. C'est à moi de mettre un flash, ça va être parfait. Voilà, parfait. Hop. Alors, donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a un petit loquet qui est juste alors, au niveau de mon pouce, là, je vous le montre. Donc, on a un petit loquet, en fait, ici, juste là. Et donc, en fait, l'appareil va venir agir dessus, lui, mécaniquement. Donc, il y a vraiment une action mécanique qui se fait. Et donc là, vous allez voir ce qui se passe au niveau de l'ouverture. C'est que, regardez, quand je vais bouger ce petit loquet, là, si on regarde à l'intérieur de mon objectif, là, j'ai une ouverture qui est, du coup, un très grand chiffre, une très petite ouverture. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais monter. Et regardez, hop, dès que je monte, alors je vais juste rechercher mon point de mise au point, parce que je suis pas très bon. Dès que je monte, vous voyez bien à l'intérieur que ça s'ouvre au niveau de l'objectif. Donc, l'illustration qu'on vous met, c'est vraiment ce qui se passe réellement dans votre appareil. C'est-à-dire, votre appareil, vous dites, là, je mets F16. Dans mon appareil, il est comme ça. Je lui dis, je mets F2 ou F1.8. Et bien, hop, il va être ouvert comme ça. Et donc, naturellement, le phénomène qu'il y a, c'est qu'on va laisser rentrer du coup beaucoup plus de lumière quand on est à F1.8 que à F16. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ouverture? Je suis en train de vous mettre le partage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ouverture ou pas? Oui, alors, hop.
Non, j'aimerais juste savoir, tu peux répéter au niveau de la diffraction, c'est quand c'est trop ouvert ou quand c'est trop fermé qu'on a ça? C'est quand ton diaphragme est trop fermé, donc que tu as des grands chiffres. En fait, c'est simple, hein, c'est quand tu fais passer la lumière dans un tout petit trou. C'est comme en physique, enfin en optique, c'est exactement pareil. OK, donc on continue. Enfin, on va regarder un petit peu du coup les différentes actions que ça a. On fera des démos à la fin, hein, mais au niveau de l'ouverture, donc si vous regardez bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on va avoir une ouverture qui est, donc pour la première illustration, une ouverture à f1,2, donc une valeur très petite, donc une très grande ouverture. Hein. Mon objectif laisse rentrer un maximum de lumière. Ce qui se passe, c'est que je vais avoir, donc pour parler de la profondeur de champ, là, vous remarquez bien que derrière, je suis très flou. Et ma zone de mise au point, au niveau de mon appareil, elle est assez faible. Il faut faire attention à ça parce que vous pouvez vous retrouver, par exemple, je pense typiquement à des personnes qui vont faire du portrait. Quand vous faites un portrait, votre mise au point, elle doit être faite parfaitement sur les yeux. Si jamais vous êtes avec une très grande ouverture, comme ça, votre zone de mise au point elle va être très faible. Donc, il faut faire attention parce que parfois, votre appareil, sa mise au point, il va se la rater. Il ne va pas aller taper l'œil, il va aller taper légèrement en arrière, le front, le nez, enfin un autre point. Il faut faire très attention à une chose, c'est que du coup, vous risquez d'avoir en fait, votre œil qui n'est pas myope. Donc ça, c'est pour l'ouverture. L'ouverture au niveau de la profondeur de champ. Si on monte à f8, vous voyez qu'on a une meilleure profondeur de champ, mais on est encore un petit peu flou au niveau des rideaux sur l'arrière. Et si on monte à f16, donc là, on a une profondeur de champ quasiment infinie, hein, on peut le dire. Donc tout est parfaitement net, mais il faut faire très attention. Ce qui s'est passé, c'est que là, ce n'est pas visible pour l'instant parce qu'on a joué avec d'autres paramètres, mais si on avait joué que sur l'ouverture, vous vous doutez bien que quand on réduit la taille de notre diaphragme, si on garde un temps d'exposition et une sensibilité égale, en réduisant l'ouverture, on va laisser rentrer beaucoup moins de lumière et donc du coup, on va avoir des photos beaucoup plus sombres. Donc là, il y a eu un jeu qui a été fait sur les autres paramètres aussi. C'est ça. Et puis, en fonction aussi de ce qu'on recherche en photo, on va jouer avec ces paramètres. Typiquement, pour un paysage, on va plutôt choisir une ouverture assez faible pour que ce soit le plus net possible. Et en portrait, on va jouer avec des ouvertures un peu plus grandes pour avoir un détachement par rapport au fond. Donc ça, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire à l'instant, c'est qu'il faut faire attention quand on joue sur l'ouverture. En fait, on laisse rentrer moins de lumière, donc il va falloir laisser notre capteur recevoir de la lumière plus longtemps. Et quand je dis laisser le capteur recevoir de la lumière plus longtemps, ça veut dire qu'on a joué sur le temps d'exposition. Et donc, du coup, quand vous avez une ouverture très grande, vous allez pouvoir avoir des temps d'exposition très petits. Et à l'inverse, si vous avez une ouverture très petite, il va falloir avoir des temps d'exposition beaucoup plus longs. Je sens, je suis très à l'aise avec l'outil informatique. Ce n'est pas mon boulot. Au niveau du coup de la vitesse d'obturation, pardon, ça va être, comme l'a bien écrit Loïc, combien de temps je vais laisser entrer la lumière dans l'appareil. Ça va être en fait la durée durant laquelle notre capteur est exposé. Donc, il va être fermé, il va s'ouvrir, il va se refermer. Donc, ça va être ce temps-là. Donc, c'est très rapide en fait. Enfin, ça peut aller du très rapide au très long. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut. Donc, plus on va être rapide, plus on va pouvoir figer un mouvement. Notamment, c'est comme ça que fonctionne le mode sport sur les appareils. Si on veut prendre une photo de quelqu'un qui court, on va avoir une vitesse de 1/500e, je ne sais pas jusqu'à où on peut monter. Ça dépend des appareils. Un appareil, on va dire, réflexe classique va faire entre 30 secondes de prise de votre capteur exposé à la lumière. 30 secondes, hein, c'est extrêmement long. C'est très rare, mais il va faire entre 30 secondes pour la vitesse la plus lente et jusqu'à 1/4 millième de seconde, voire 1/8 millième de seconde pour des appareils hybrides qui peuvent y aller sans trop de soucis. À 1/500e, vous pouvez considérer que le mouvement ne se voit pas. Et après, voilà, si vous montez encore plus, quand vous avez beaucoup de lumière, hein, bien sûr, parce que moins on laisse notre capteur recevoir de la lumière longtemps, moins on va avoir de lumière du coup sur la photo, et donc plus la photo sera sombre. Et au contraire, plus on va laisser un temps d'exposition long, plus on va avoir comme le montre la deuxième photo. Ça sert à rien que je montre, parce que les gens ne voient pas que je mate l'écran. Comme on le voit du coup sur la deuxième photo, on va avoir la lumière qui va venir, et notamment là, les phares de voitures qui passent. On va avoir des traînées, donc ça peut être utilisé pour faire du light painting, où on va être dans le noir et on va dessiner avec une lampe torche, par exemple.
Mais c'est à ne pas utiliser en pleine journée parce que ça va être surexposé et on risque même de cramer son capteur si on commence à prendre des photos du soleil. Donc là, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant au niveau du temps d'obturation. Alors, il faut faire attention. On peut avoir des effets de flou. Alors, quand est-ce qu'on a des effets de flou? Du coup, naturellement, pas quand j'ai un temps d'obturation très rapide, plutôt quand j'ai des temps d'obturation longs. Alors, il faut considérer un temps d'obturation comme lent, on va dire, avec les objectifs classiques. Quand on passe en dessous de 1/20 de seconde, vous allez commencer à avoir des effets. Et puis, en dessous de 1/4 de seconde, là, c'est sûr qu'à main levée, en tout cas, vous verrez des choses. Si je fais une photo à 1/4 de seconde avec à main levée, voilà ce que je risque d'obtenir. On appelle ça le flou de bouger. J'ai marqué attention danger parce qu'en fait, ça, vous voulez absolument l'éviter. C'est une photo floue et surtout, c'est flou, c'est pas récupérable. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai remis en bas. Quand vous avez une photo qui est un petit peu sombre ou un petit peu claire, donc c'est pas trop, pas dans les extrêmes, en pouvoir en post-traitement la sauver. Une photo floue, elle sera floue à jamais. En fait, vous ne pourrez jamais revenir sur le fait que votre photo est floue et donc elle est ratée, elle est bonne à jeter. À l'inverse, donc ça c'est le flou de bouger. Le flou quand vous avez juste bougé en tenant votre appareil pendant le temps en fait d'exposition. 1/4 de seconde fixe, c'est faisable pour ceux qui ont de l'expérience et des capteurs stabilisés. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est quasiment impossible. Vous allez vous retrouver avec des photos floues et c'est normal. Par contre, l'autre effet, en fait, le deuxième flou qu'on peut avoir, c'est le flou de mouvement. Et celui-là, c'est un flou qui va plutôt être recherché. C'est-à-dire que là, par exemple, ce qui se passe, c'est que j'ai posé mon appareil sur un trépied, voilà, pour être fixe, pour être sûr de ne pas bouger. Et donc, je fixe, imaginons ce couple-là. Et donc, les gens autour bougent, mais c'est du mouvement autour et le couple ne bouge pas. Donc, j'ai une photo où j'ai un effet de mouvement, en fait, dans la photo. Et on retrouve ce même effet-là avec ce que disait Jacques à l'instant, donc tout ce qui est light painting, donc là, en l'occurrence, des feux de voiture. Donc, quand on a une voiture qui passe, si on a un temps d'exposition assez long, en fait, on va voir la traînée de la voiture. Vous remarquez qu'on ne voit pas la voiture en elle-même. On aurait vu la voiture si j'avais fait une photo à un 500e de seconde. Là, la photo est plutôt faite à 10-15 secondes. Et donc, du coup, en 10-15 secondes, on n'a pas le temps d'imprimer l'image de la voiture parce qu'elle n'émet pas assez de lumière. Donc, son image n'est pas imprimée sur le capteur et donc pas visible sur la photo. On va avoir juste les phares qui, eux, renvoient beaucoup de lumière et c'est juste pour ça qu'on n'a que des traînées rouges et blanches. Est-ce que ça à peu près OK pour tout le monde? Ouais. Personne ne crie. Allez, on continue. Je suis super chiant de faire des TD. Bon, les TD, oh, tu t'habitues, hein? Non, les miens, ça va, ils sont vivants en général. Je fais des blocs. Au niveau de la sensibilité, donc, c'est ce qu'on appelle l'ISO. C'est ce qui va rendre une photo moche ou pas. En fait, c'est plus ça va être élevé, plus notre capteur va être sensible à la lumière. Donc, on va essayer de jouer au minimum dessus parce que, comme on voit sur la photo qui illustre d'un building, plus on va mettre un ISO élevé, plus on va avoir ce qu'on appelle du bruit sur une photo. Donc, vous voyez à droite, la photo, on va avoir l'impression qu'il y a des petits points dessus. Elle n'est pas d'une mauvaise qualité, en fait, un peu. Elle ne va pas être très belle. Donc, à 6400, on voit il y a carrément un carré. Voilà. Après, c'est sur des proportions très zoomées qu'on va voir ça. Mais ça va nous donner une photo pas belle. En fait, ce n'est pas ce qu'on cherche. Et ce paramètre-là, en fait, on va essayer de jouer le moins possible avec, sauf en soirée, quand vraiment, en fait, on a joué au maximum avec les autres paramètres, on va mettre un peu plus d'ISO, quitte à avoir un tout petit peu de bruit. Mais des photos à 6400, faut vraiment… On va dire qu'avec les appareils classiques à éviter, mais pas irrattrapable. En fait, ce qui se passe avec votre capteur, alors sans vous faire un cours complet sur le capteur, parce que ça, on va dire, assez peu d'intérêt pour comprendre comment ça fonctionne, votre capteur, en fait, dessus, il y a plein de petites cellules qui vont recevoir de la lumière. Et donc, quand on dit qu'on joue sur l'ISO, en fait, on va jouer sur la manière dont votre capteur va interpréter la lumière reçue sur ces cellules-là. C'est-à-dire que votre capteur, au bout d'un moment, il va finir par faire une sorte un peu d'extrapolation en disant OK, là, j'ai reçu à peu près ça. Donc, si on est à ISO 100, il va dire non, ce n'est pas à peu près ça, c'est j'ai reçu ça ou je ne l'ai pas reçu. Et si on se met à ISO 6400, il va faire ouais, j'ai peut-être reçu ça ou peut-être ça. Et il peut se tromper en fait d'une cellule à l'autre et donc faire apparaître cette sorte de petit bruit par extrapolation. Alors, au niveau du bruit, ce qui va se passer, c'est que jusqu'à, on va dire,
Pour vos appareils classiques, 1600 ISO, c'est tout à fait acceptable, on peut le gérer. Et en fait, vous avez déjà vu ce phénomène-là sur vos appareils photo de téléphone. Très souvent, le téléphone, en général, c'est du mode auto. Quand vous prenez une photo au téléphone en soirée, dans la nuit, un environnement assez compliqué, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre téléphone, vous allez remarquer que vous êtes tout lisse sur vos photos, qu'il manque plein de détails. En fait, c'est juste parce que votre téléphone, il a fait un traitement sur la photo en disant « Ok, là, j'ai du bruit, je le sais, je vais essayer de masquer au maximum ce bruit. » Et pour masquer ce bruit-là, il a fait une sorte de petit bruit de pixel. En fait, il a aplati, il a lissé l'image. Et donc, on perd du détail, mais on a permis de faire une photo quand même dans des conditions difficiles, ce qui n'aurait pas été possible si le réglage de sensibilité n'avait pas existé. Donc, pour faire du très général, sans bien sûr être bloquant là-dessus, jusqu'à 3200 ISO, vous allez pouvoir gérer en fait votre bruit en post-traitement, c'est-à-dire relisser un petit peu la photo, avoir quand même quelque chose d'acceptable. Au-dessus, vous pouvez y aller parce qu'il y a certaines situations où vous êtes obligé d'y aller. Il y a des appareils, par exemple chez Sony, je sais qu'ils montent très facilement jusqu'à 25 000 ISO, voire plus. Alors après, bien sûr, vous avez toujours ce phénomène de bruit, mais il est plus ou moins bien géré en fait en fonction des marques. Donc, c'est vraiment à vous de tester sur des appareils anciens. Vous allez voir vraiment, avoir ce bruit qui est visible aux alentours de 800 ISO. Sur des appareils plus récents, vous allez pouvoir sans souci aller voir 3200, voire 6400 ISO. Et puis plus si vous avez des appareils récents et on va dire de gamme supérieure. Des bons appareils. Voilà. Bon, enfin, dans tous les cas, ça, c'est un réglage où, dans tous les cas, vous allez tomber sur du bruit à un moment. À vous de savoir jusqu'où votre matériel peut aller. Et pour savoir jusqu'où votre matériel peut aller, en fait, le seul moyen, c'est de le tester. Donc, vous testez votre appareil dans des conditions sombres et puis vous regardez ce qui se passe. Deuxième chose, et ça, on le verra après, on va pouvoir l'illustrer, le bruit, il apparaît beaucoup plus dans les zones sombres que dans les zones claires. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Votre capteur, quand il va recevoir la lumière, il va essayer d'en faire quelque chose, d'en tirer quelque chose. Donc, s'il y a de la lumière, donc un point lumineux ou une zone blanche, il y a plus de lumière qui apparaît, qui arrive sur le capteur, donc il est capable de faire une meilleure interprétation que dans les zones sombres, où il va y avoir beaucoup moins de lumière, et du coup, il va un peu se rater sur l'interprétation qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon. Donc, petit résumé très rapide sur les paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc, on peut jouer sur l'ouverture. Alors, faites attention, l'ouverture, quand on a une très grande ouverture, donc un très petit chiffre, je répète, on va avoir un arrière-plan très flou. À l'inverse, quand on va avoir une très petite ouverture, un très grand chiffre au niveau de l'ouverture, on va avoir des arrière-plans très nets. Ensuite, si on regarde au niveau de la vitesse, vous allez chercher à avoir des vitesses très rapides pour figer les mouvements et vraiment avoir quelque chose, on va dire, instantané, donc de l'immédiat, au-dessus d'un millième de seconde, un 4 millième, un 8 millième, etc. Et à l'inverse, si vous voulez plutôt donner un effet de mouvement, il faudra être sur trépied. Dans tous les cas, vous pouvez monter au-dessus de la seconde, donc une seconde jusqu'à 30 secondes, jusqu'à quelques minutes, pour ceux qui ont des appareils qui sont capables de supporter cette chauffe-là sans générer trop de bord. Et donc, en dessous, vous avez le réglage de la sensibilité. Donc, en général, vos appareils, on va dire classiques, vont aller de ISO 100 jusqu'à ISO 6400, de très classique, d'entrée de gamme. Des appareils plus performants vont pouvoir descendre en dessous d'ISO 100. Alors, ça, c'est un peu une hérésie, entre guillemets, mais en fait, ils peuvent y aller. Donc, ils vont descendre jusqu'à du ISO 50 et ils peuvent monter, bien sûr, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que 25 600 sur des très bons appareils. Du coup, ouais, quelques mots sur le mode manuel. Ça va être, au début, c'est un peu une horreur à gérer quand même la photo. C'est compliqué, il y a plein de réglages qui changent. Donc, essayez au maximum de vous mettre en semi-auto ou semi-manuel, ça dépend. Si on voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Parce que quand on a des gros changements de lumière, c'est vraiment compliqué à gérer. Je sais qu'en soirée, notamment, c'est compliqué, d'autant plus si vous commencez si vous voulez venir prendre des photos avec nous, notamment je pense à l'UTCN où quand on est sur scène, c'est pas la même lumière que quand il est sage, il voit déjà les événements de septembre l'année prochaine. Oui, t'inquiète pas, ça va être fait. Mais sur des événements, mais c'est parce que ce que j'ai connu. Mais l'UTCN, par exemple, quand on est sur scène, ce ne sera pas la même lumière et pas les mêmes réglages que quand on est en plein milieu d'un endroit où il n'y a pas de lumière autour. Donc, c'est là que le mode manuel a un peu ses limites. C'est que surtout que les gens veulent leurs photos un peu instantanément. Donc, on ne va pas trop pouvoir faire nos réglages. Donc là, le semi-automatique peut vous sauver.
ou dans de rares cas, moi j'ai déjà utilisé l'automatique, je l'admets. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça, l'automatique parfois fonctionne très bien. Sur des moments où vous n'avez pas le temps et vous changez d'endroit où la lumière change énormément, prenez pas le risque de foirer une photo avec des gens qui seront contents d'être entre amis, de retrouver leur photo. Prenez une photo manuelle, elle sera pas… Vous pouvez considérer qu'après 22 heures, dans tous les cas, ils ne se souviendront pas avoir demandé la photo. Donc, voilà, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Mais ils sont contents d'avoir leur photo. Donc, au pire, prenez-la en auto. Ils ne verront pas la différence de toute façon. Voilà. Donc, le mode manuel, en fait, c'est vraiment ce que Jacques expliquait. Hein, c'est dès que vous avez de la lumière qui bouge beaucoup, je pense à de la photo de scène typiquement, vous avez beaucoup d'éclairage, ça bouge tout le temps, ça devient compliqué à utiliser un mode manuel. Maintenant, quand vous allez connaître votre appareil, donc maîtriser votre matériel, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous faites tous ces réglages-là sans y penser. C'est-à-dire que vous allez tourner la molette, là où les molettes, pour ceux qui ont la chance d'en avoir deux, vous allez les tourner et en fait, vous n'allez pas vous poser la question, vous savez ce qui se passe et vous savez ce que vous allez rechercher comme effet. Maintenant, il y a des moments où le mode manuel il est vraiment obligatoire. C'est dans certaines situations, vous allez avoir donc, des flashs non automatiques. Alors, si vous prenez du matériel chez Pixart, maintenant, on commence à passer gentiment sur du flash auto. Il y en a 2 de mémoire, ou un, je ne sais plus. Thomas pourra me le confirmer. Mais voilà, sur du flash automatique, vous pouvez passer du mode manuel, mais sur du flash, on va dire classique, en fait, c'est vous qui apportez une lumière supplémentaire. Donc, votre appareil, il est incapable de savoir combien de lumière vous allez apporter et donc, du coup, incapable de calculer à l'avance votre exposition lumière. Donc, quand vous utilisez le flash, c'est mode manuel. Quand vous voulez faire des pauses longues, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez en fait devoir expliquer à votre appareil qu'il va falloir qu'il reste ouvert pendant 15 secondes juste pour avoir l'effet que vous recherchez, d'avoir un filet sur des lumières de nuit, d'avoir à l'inverse, si vous pensez tout ce qui est cascade, c'est assez visible en général, c'est de la photo qu'on voit, la photo de transformation entre guillemets, assez classique. Vous allez avoir sur les cascades les filets de l'eau. Pour avoir un filet d'eau, en fonction de comment ça coule, vous allez pouvoir tourner autour de la seconde, entre 1 et 4 secondes. Vous allez commencer à avoir des choses intéressantes. Ça, c'est des situations en fait, où vous êtes quasiment obligé d'aller au mode manuel parce que votre appareil, par défaut, il ne va pas du tout chercher à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il va rechercher. Donc, sur de la photo, on va dire plus rechercher sur la photo sur laquelle vous avez le temps en fait, de vous poser dessus. Le mode manuel, c'est toujours une bonne chose et ça vous permet d'avoir le contrôle sur vraiment tout. On marque aussi en dessous pour faire plusieurs photos avec des réglages stricts. Là, je pense à 2 cas. Ceux qui vont vouloir faire du time-lapse. Donc, time-lapse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire plusieurs photos et après, je vais les monter les unes après les autres pour en faire une sorte de vidéo, entre guillemets, accélérée. C'est un cas typique où il va falloir avoir une exposition qui est toujours la même. Sinon, vous allez avoir un coup une photo claire, un coup une photo foncée, un coup une photo claire, un coup une photo foncée. Et puis, à la fin, votre time-lapse, il va vous flasher dans la tronche. Et c'est très peu agréable à regarder. Vous allez être un peu déçu du résultat. Autre moment où ça peut être intéressant d'avoir des réglages qui sont toujours similaires, c'est quand vous allez chercher à faire du panorama. Un panorama, vous prenez donc plusieurs photos que vous assemblez ensuite à la fin. Si vous avez des décalages d'exposition trop forts entre 2 images, je ne vais pas être trop fort parce qu'en fait, on peut toujours rejouer un petit peu. Mais si vous avez une exposition, des décalages trop forts entre 2 images, ça va se voir sur votre image. Vous allez avoir un carré sombre là où vous n'aviez que des carrés. Et pour la photo de studio aussi, bien évidemment, ça vous évite d'avoir des différences de rendu tout le temps. C'est vrai que comme je pratique moins, j'y aime pas penser. Merci. Et donc, le mode manuel, on utilise sur les photos sur trépied, mais en fait, en général, quand vous allez faire de la photo, typiquement pose longue nuit, vous allez sortir le trépied. On s'y retrouve. Alors, dit qu'Alesli qui ne voulait pas appuyer sur la flèche suivante. Donc, voilà, ça fait rire Jacques à côté. On va voir après. Prendre une belle photo, c'est bien, mais si vous prenez une belle photo d'une poubelle, elle sera bien explosée. Hein. Elle sera sublime, votre photo, mais si elle est mal construite, ce ne sera pas une super photo. Donc là, on a quelques règles basiques de cadrage, donc règles des tiers, gestion des regards, des mouvements et des différents plans. Donc ça, c'est pour la prochaine formation en composition. Et donc, à savoir aussi que là, ce qui se passe en formation, c'est qu'on vous donne des pistes. On vous donne Alors, la première, on va dire que c'est un peu la base pour tout le monde et c'est un peu obligatoire. Pour tout ce qui est cadrage, en fait, ça va être vachement du ressenti. C'est vous, qu'est-ce que c'est pour vous une belle photo, qu'est-ce que ça vous évoque. Et si ça vous évoque quelque chose, c'est une bonne photo. Voilà, il y a de chances que ce soit une très mauvaise photo si vous la trouvez magnifique. Finalement, c'est à peu près cohérent. C'est de la photo, il faut qu'elle vous plaise à vous. Il ne faut pas juste dire « Ah, j'ai respecté toutes les règles, donc elle est bonne ». Non, ce n'est pas comme ça. La photo, il faut qu'il y ait quand même une émotion qui vienne derrière. Ça reste un domaine artistique et donc chacun peut s'exprimer différemment. Mais tout ça, on le verra dans les formations.
Maintenant, on va passer un petit peu sur l'objectif. Donc, ce petit truc que vous allez mettre, en fait, enfin petit, plus ou moins, parfois très gros, parfois très petit, que vous allez mettre devant votre boîtier. Donc, pour prendre des photos, hein, c'est lui qui est responsable, en fait, de vos photos. Au niveau des objectifs, on va distinguer 3 grandes familles sur l'objectif. Les 3 grandes familles, en fait, elles vont dépendre de ce qu'on appelle la distance focale. La distance focale, pour vulgariser, c'est ce que vous allez appeler le zoom. Et c'est un zoom qui est optique. On ne parle pas d'un zoom numérique. Donc, sur votre téléphone, en fait, maintenant, c'est de moins en moins vrai parce que vous avez différentes lentilles, donc différents objectifs en fait, sur votre téléphone. Mais dans l'idée, la distance focale, quand on va en parler, là, nous, on va parler d'un zoom optique. Donc, c'est-à-dire que j'ai dans mon objectif une série de lentilles et que je vais faire bouger ces lentilles les unes par rapport aux autres pour avoir un niveau de zoom plus ou moins fort. Ce qu'on fait de l'optique, c'est évident la manière dont ça marche. On fait juste passer en fait la lumière à travers un jeu de lentilles. On fait bouger les unes par rapport aux autres. Ça, c'est pour les objectifs, on va dire, à zoom. Dans tous les cas, tout ça, on le revoit dans une formation pour choisir son matériel, vraiment rentrer un petit peu dans le détail du matériel. Là, on ne va pas trop rentrer dans le détail sur l'objectif. Donc, les 3 familles d'objectifs, on va avoir les grands angles, les standards et les téléobjectifs. Là, ce qu'on va vous montrer comme photo tout à l'heure, enfin comme exemple, moi, je le fais sur un objectif grand angle, donc qui part de 18 mm à peu près, et qui va jusqu'à 35. Vous pouvez avoir des objectifs qui, en fait, zooment bien plus. Là, pour la démo, ça n'a pas d'intérêt. Votre objectif, vous allez le choisir en fonction du type de photo que vous voulez faire. Quelqu'un qui veut faire uniquement de la photo de paysage, il va prendre plutôt un grand angle. Quelqu'un qui veut faire de la photo, on va dire, animalière, poussée, il va prendre plutôt un téléobjectif. Mais tout ça, comme je disais, on le réinvoquera dans la formation sur comment choisir son matériel. En fait, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel pour y arriver. Donc, la distance focale, le fameux niveau de zoom dont je vous parlais, là, c'est assez visible. Donc, le photographe, là, il faut imaginer que le photographe reste fixe et qu'on ne fait que changer la distance focale. Soit on zoome, soit on change d'objectif, on s'en fiche un petit peu. On ne fait que changer cette distance-là. À 24 mm, vous avez vraiment ce qu'on appelle du coup un grand angle. Donc là, on est parfait exemple du grand angle. On voit vraiment de tout, c'est assez large. Et on a vraiment un plan qui est très large. À 50 mm, j'ai quelque chose qui est déjà beaucoup moins large. Je vous rappelle que le photographe n'a pas bougé, il n'a fait que zoomer. Et à 80 mm, j'ai quelque chose d'encore moins large. Mais du coup, vous voyez 2 choses qui bougent. Il y a la première chose qui bouge, je vais vous montrer si ce sera plus visible tout à l'heure. Voilà. Là, le photographe, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bougé pour se rapprocher justement du modèle, et pour avoir toujours exactement le même cadrage. Et vous allez remarquer quelque chose, quand je suis à 24 mm, là, je suis proche de la personne, je vois quand même assez large derrière. Si je me mets à 80 mm, donc du coup, je me suis vraiment éloigné de la personne, puisque comme j'ai zoomé, il a fallu que je m'éloigne. Je me suis éloigné de la personne. À 80 mm, j'ai un champ de vision derrière qui est beaucoup plus resserré. C'est pour ça que quand on fait du portrait, en général, l'objectif dans un portrait, ce n'est pas d'attirer le regard sur l'arrière-plan, mais plutôt sur votre modèle. Vous allez préférer un objectif aux alentours de 50 mm, 80 et plus pour ceux qui sont à l'aise. Parce qu'après, il faut aussi, il y a d'autres choses qui rentrent en compte en ligne de mire. En fait, c'est votre aisance avec l'appareil, votre aisance avec le modèle, votre communication, etc. Mais ça, on pourra le voir dans des formations ultérieures. Est-ce que ça va pas OK pour tout le monde sur la distance focale ou est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça fait partie en fait des choses qui se passent sur votre objectif. En plus de l'ouverture qu'on a vu, qui est vraiment quelque chose de mécanique qui se passe dans votre objectif, vous allez avoir du coup ce réglage de distance focale pour les objectifs à zoom. Et puis, dans tous les cas, une distance focale obligatoire sur votre objectif. Hop. Alors, les tailles de capteurs. Oui, non, mais si. Bon, après, je suis PC, mais en gros, on va avoir, en fonction aussi du prix, on va avoir différentes tailles de capteurs. Donc, le capteur, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. C'est le truc qui va recevoir la lumière et qui va faire qui va stocker la photo. Ouais, c'est ça. Voilà, en gros. Le fameux qui prend toute la lumière et quand sort une image, en fait, qui sort juste, qui dit sur telle cellule, j'ai reçu tant de lumière. C'est ça. Comme ça. Donc, voilà. Donc, on va avoir différents types de capteurs. Donc, le plus cher, entre guillemets, ça va être le full frame parce que c'est celui qui va être le plus grand. On va avoir donc après APS-C et les autres, ils sont moins connus. Alors, je dirais en fait, ce qui se passe, c'est que le full frame, aujourd'hui, on le prend comme référence parce que le full frame, en fait, c'est à l'ancienne. C'est les capteurs d'avant, ils faisaient cette taille-là. Et donc, aujourd'hui, on a gardé quand même cette taille-là, on va dire, de manière générale. Mais on a aussi développé d'autres tailles de capteurs.
Alors, les tout petits, en bas, on va les oublier. Jusqu'au 1 pouce, on va l'oublier. Le micro 4 tiers, c'est quelque chose qui est très utilisé sur du Panasonic, ceux qui vont faire un tour plus tard chez SSP. N'y allez pas d'ailleurs, je suis très mauvais. Mais ceux qui iront faire un tour chez SSP, qui ont du Panasonic, qui ont du Fuji, enfin quelques marques d'appareils, aujourd'hui, on fait le choix du micro 4 tiers, donc ça existe. Sinon, la plupart d'entre nous, on est en APS-C parce que c'est, on va dire, le milieu de gamme jusqu'au milieu de gamme semi-pro, ça reste en APS-C. Quand on passe sur des gammes professionnelles, on est en full frame. Qu'est-ce que ça va apporter le capteur? Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Un capteur full frame, vous le voyez, il est plus grand. Mais votre capteur est plus grand, mais à la fin, on sort une photo. Donc, on va avoir des cellules, enfin, on va dire une photo de la même taille, entre guillemets. Donc, si votre capteur est plus grand, ça veut dire que vous avez des cellules de votre capteur qui sont plus grandes. Et une cellule plus grande, surface de cellule plus grande, ça veut dire qu'on va pouvoir recevoir plus de lumière. Donc, un capteur full frame est bien plus adapté pour faire de la photo dans des conditions difficiles qu'un capteur micro 4 tiers. Après, dans tous les cas, vous voyez les photos qui sont sorties par PixArt, on s'en sort très bien avec des capteurs micro 4 tiers ou APS-C, il n'y a pas de souci, mais le full frame sera plus adapté dans des conditions difficiles. De même, sur un full frame, vous aurez une apparition du bruit numérique, le fameux qu'on a vu tout à l'heure, qui va arriver beaucoup plus tard, parce que du coup, cellule plus grande, on rate moins l'interprétation qu'on fait de l'arrivée de lumière sur notre capteur. Donc le full frame, c'est vraiment à dire le capteur grand luxe. Maintenant, ce qui se passe quand on parle des objectifs, il va falloir prendre l'habitude. Vous allez dire, par exemple, j'ai acheté un objectif 35 mm. 35 mm, si on parle en équivalent, j'ai acheté un 50 mm sur mon appareil. J'achète un objectif 50 mm. Si je prends en équivalent full frame, ça va être un équivalent 35 mm sur un full frame. Ça, c'est des habitudes que vous prendrez. On réabordera ça dans la formation photo. Ce qu'il faut retenir là, c'est juste qu'en fait, vous avez différentes tailles de capteurs, que le full frame, c'est le meilleur, l'APS-C, le micro 4 tiers, c'est tout à fait acceptable et on peut largement faire des photos. Et donc, il va falloir penser à cette petite chose après derrière qu'on appelle le crop factor. C'est ce que je vous disais, c'est que là, avec un objectif, on va dire, de même distance focale, si je prends par exemple un objectif 35 mm, sur un full frame, je vais voir le grand carré qu'il y a autour. Si je prends le même objectif, je le mets sur un APS-C, je vais avoir juste le carré orange. Deux effets. Ça va avoir un effet de zoom. On va dire quel effet l'effet le plus recherché. Je pense typiquement si vous faites de la photo animalière, vous allez chercher à être le plus loin possible de l'animal, donc avoir vraiment un niveau de zoom très élevé. Le fait d'avoir un capteur APS-C vous apporte déjà un niveau de zoom par rapport à un capteur full frame. Tout ça, on aura l'occasion du coup d'en reparler pendant la formation pour choisir son appareil. Alors, quelques petits réglages bonus. La mise au point. Donc, la mise au point, je ne sais pas si vous avez déjà touché un appareil photo, mais non, on ne voit pas. Si on voit, on va avoir deux bagues. On va avoir donc la bague de zoom ici, et je crois que je ne suis pas en manuel. Et on va avoir une bague, une deuxième ici, qui va gérer la mise au point. La mise au point, ça va être l'endroit où on veut que la photo soit nette. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, on va dire que si là je mets mon doigt, merci Loïc, si je mets mon doigt juste ici et qu'on a un photographe donc à votre place donc, de webcam, est-ce que ma mise au point, je veux la mettre là sur mon doigt ou est-ce que je veux la mettre sur Loïc et moi? Ça c'est la mise au point, c'est où est-ce qu'on va placer notre netteté. Voilà, donc on a une bague juste pour ça, si on est en manuel. Le mode manuel de la mise au point, ça se règle directement sur l'objectif. C'est un petit loquet à son pas. C'est pratique quand on va faire des photos soit artistiques, parce qu'on veut mettre l'accent sur quelque chose plus que sur quelque chose d'autre. Par exemple, là, sur la photo que nous a mis Loïc, on met l'accent plus sur le reflet de l'arbre dans l'eau plutôt que sur la feuille. C'est artistique, c'est un choix, voilà. Donc, si on veut jouer là-dessus, c'est avec le mode manuel. Le mode automatique, ça va être plus précis parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle des collimateurs. C'est des trucs automatiques que c'est bien, tu nous en as mis un. Donc, c'est ce qu'on voit en dessous. C'est différents petits points que l'appareil va prendre comme repère pour voir où il met sa netteté. Et donc, on va pouvoir jouer là-dessus aussi. Et oui, le collimateur sélectionné par l'appareil va s'illuminer lorsqu'on l'utilise.
Voilà, et du coup, on pourra jouer aussi là-dessus sur où est-ce que nous, on veut mettre la netteté, même en automatique. À savoir que là, quand on parlait de zone de netteté, en fait, c'est quelque chose dont vous ne vous rendez pas forcément compte sur les téléphones, quoique en mettant quelque chose de très proche de votre téléphone, vous allez voir vraiment que derrière, ça devient flou. Vous restez plus loin, ça se voit moins. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir sur ceux qui auront des objectifs qui seront à 2,8 voire 1,8. Je vous rappelle les très grandes ouvertures, donc très petite profondeur de champ. Donc très petit, qui dit très petite profondeur de champ, 10 zones de netteté du coup très peu large, et donc il va falloir s'ajuster pour avoir vraiment la netteté pile là où on la veut, surtout si on est en mode manuel. Les collimateurs dans votre appareil, en fonction de la gamme de votre appareil, vous allez en avoir plus ou moins. Donc, vous allez avoir des appareils qui sont excellents pour ça. Je pense à toute la nouvelle gamme de chez Sony, par exemple, des appareils qui sont un peu moins bons. Sachez que les plus anciens auront moins de collimateurs que les nouveaux. Donc, ça veut dire moins de zones dans lesquelles votre appareil photo est capable de faire la mise au point. Bon, dans tous les cas, en général, vous allez laisser de toute façon la mise au point en automatique, sauf cas artistique, donc photo de nuit parce que vous n'avez pas de lumière. Donc, votre collimateur n'est pas capable de dire « Ok, j'ai pas de lumière », donc il ne peut pas dire « À cet endroit-là, je dois faire la mise au point ». Il ne devine pas. D'ailleurs, vous remarquerez que certains photographes, soirée particulièrement, ont ce qu'on appelle des assistances à la mise au point, c'est-à-dire qu'ils laissent leur appareil en automatique, donc ils veulent utiliser leur collimateur, et vous allez voir apparaître des petites LED sur les boîtiers pour éclairer un peu la scène et donc avoir un minimum de lumière et permettre à l'appareil de faire la mise au point. Vous allez voir au niveau des flashs, des grilles qui sont projetées, en général en rouge, pour dire « Ok, là, ça fait des zones, enfin des points où je peux faire la mise au point », etc., etc. Les photographes un peu, on va dire, pauvres à l'arrache comme moi, vont avoir plutôt tendance à prendre, en cas critique, leur téléphone, mettre le flash à côté et en fait éclairer un peu la scène pour dire « Voilà, tu fais la mise au point à cet endroit ». Voilà. Et quand Loïc nous parlait de zone de netteté, c'est vraiment, ça va être d'une manière horizontale. Si on imagine que le photographe, c'est le webcam, si on fait la netteté sur les yeux de Loïc, en fait, en fonction de notre en fonction de notre appareil et de nos réglages, on va avoir une zone de netteté plus ou moins grande et ça va être de manière horizontale. Donc, si je me mets au même niveau que Loïc, on va tous les deux être nets. Si je me mets devant ou derrière la zone de netteté, moi, je vais être flou et lui sera net. Et donc, c'est là qu'on pense photo de soirée, photo de groupe de manière générale, même en plein jour, c'est la même chose. Si vous avez un groupe en plein jour, faites attention, n'utilisez pas des toutes petites ouvertures. Si vous mettez à f1.8 en plein jour avec un groupe, à moins d'être extrêmement loin et du coup d'avoir potentiellement une zone de netteté qui est assez longue, si vous faites la photo, la mise au point sur une personne, vous risquez d'avoir les autres qui sont un peu. Alors, les méthodes de mesure de la lumière, bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. En fait, votre appareil, quand vous le mettez en mode semi-automatique ou automatique, eh ben, il va travailler un peu pour vous, en fait, pour choisir la bonne exposition. Et donc, pour ce choix d'exposition, il va avoir, on va dire, 3 grands modes. Le mode multizone, c'est-à-dire que votre appareil, il prend sa zone de capteur et il cherche, en fait, à avoir une lumière à peu près homogène. Il fait une moyenne sur tout le capteur en disant, bah, là, je pense que j'ai une exposition qui est bonne. Vous allez avoir la pondération centrale. Dessus, hop, pondération centrale, on va chercher à avoir une bonne exposition sur la zone centrale, le reste on s'en fiche un petit peu, mais on va mettre l'accent sur la zone centrale, et le mode spot, où là on va vraiment mettre l'accent sur la mesure de lumière. Alors là, je rappelle, on est en train de réfléchir à comment est-ce que je mesure l'exposition quand je suis en mode semi-automatique ou automatique. Donc on va avoir le mode spot, où on fait vraiment le choix sur un point en disant à cet endroit je veux que ça soit bien exposé, tout le reste je m'en fiche, mais je veux vraiment que ça soit bien fait. Pour les mesures d'exposition, ceux qui ont des appareils plutôt récents, j'entends 2015 et plus, vous allez avoir des modes supplémentaires. Donc, quand on parlait du multizone, vous avez vraiment la zone complète. Vous allez pouvoir après séparer sur différentes zones, ou des sous-zones en fait, en quelque sorte, de votre capteur en disant bah, je voudrais que ma photo soit bien exposée dans la partie en haut à droite, etc. etc. Est-ce qu'il y a des questions sur la mesure d'exposition? Non? Est-ce qu'on est trop clair? Hop. Alors, on continue un petit peu. La balance des blancs. Bon, ça, je vais aller très très vite dessus parce qu'en photo, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose pour lequel on ne se posera pas trop de questions, sachant que c'est très 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 révisible en post-production. Là où l'exposition, on peut jouer un petit peu, la balance des blancs, on peut jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, on aura l'occasion de le revoir. Donc, la balance des blancs, en fait, ça se mesure en Kelvin, hein, c'est la température de la lumière. Donc, pas de grande surprise. Plus vous allez être avec une température élevée, plus votre photo va être dans des tons bleus. Plus vous êtes dans une température faible, plus votre photo va être avec des tons jaunes. Sachant que votre exposition, enfin votre balance des blancs, en fait, elle va varier
en fonction de la photo que vous faites et des conditions lumineuses. Ça va être pareil pour notamment quand vous achetez des ampoules, j'y pense. Si... Tu as dû acheter des ampoules récemment. J'ai acheté des ampoules aujourd'hui. On va voir plutôt une lumière plutôt jaune ou plutôt bleue en fonction de ce qu'on recherche. C'est ce qu'on appelle du coup une lumière chaude, donc vraiment une température assez basse, aux alentours de 3000 Kelvin, une lumière neutre, plutôt aux alentours de 5-6000, et une lumière froide au-dessus de 6000. Bon, ça, dans tous les cas, on peut le revoir ensuite. Donc ça, c'est le petit point bonus. Pensez à shooter en RAW pour ceux qui ont envie d'aller faire de l'entraînement là, juste après cette petite formation pour aller tester un petit peu tous les bouts de leur boîtier. Il y a 2 modes pour prendre vos photos. Il y a le mode JPEG qui est classique et le mode RAW. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est est-ce que vous laissez votre appareil photo travailler de lui-même ou pas? Si vous vous mettez en mode JPEG, donc on va dire le mode classique, en fait, votre appareil photo, il prend la photo. Donc, il a toutes ces données de capteurs qui sont brutes et il fait un traitement dessus. Il applique un traitement lui-même. Et ensuite, il vous donne la photo au format JPEG. Si vous faites votre photo au format RAW, donc le format, on va dire, brut, c'est votre capteur, il prend la lumière, il enregistre les informations sur chaque cellule de ce qu'il a reçu comme lumière et il s'arrête là. Donc, il ne fait pas de traitement. Votre photo est quand même affichable, vous pouvez quand même la voir, mais il n'y a aucun traitement appliqué dessus. Ça veut dire 2 choses. C'est-à-dire que déjà, vos photos vont être beaucoup plus grosses. Vous vous doutez bien que quand vous appliquez un traitement sur une photo, votre appareil, en tout cas, va avoir tendance à la compresser avec un format compressé type JPEG. Il va rendre la photo beaucoup plus petite, perdre un peu de détails au passage, mais avoir une photo beaucoup plus légère. Donc, première chose en RAW, vos photos vont être plus lourdes. Pensez-y, sur un capteur de 20 mégapixels, vous allez faire des photos qui font 20 mégapixels. L'euro, deuxième gros avantage, c'est comme je vous ai dit, vous avez enregistré toutes les informations de chaque cellule directement. Donc, ça veut dire que vous pouvez retravailler sur tout ce que vous voulez. Et du coup, le format RAW va vous permettre de rattraper les petites erreurs d'exposition, de mieux gérer votre balance des plans, de mieux gérer vos couleurs, etc., etc. En tout cas, si vous partez pour faire de la post-production ensuite, ce que je vous conseille quand même fortement, shooter en RAW, parce que sinon, vous n'arriverez pas à retirer, en fait, à utiliser, exploiter au mieux vos photos, sachant qu'en JPEG, elles ont déjà été traitées une première. Donc là, c'est un exemple que vous avez qui est assez flagrant. Alors, la partie au niveau de la veste aurait pu être récupérable sur le JPEG sans trop de soucis. On aurait perdu un petit peu, mais ça n'aurait pas été très visible. La partie où c'est le plus visible, c'est dans les nuages. Vous voyez, votre appareil photo, ce qu'il a fait en JPEG, c'est qu'il a dit « OK, ça c'est à peu près similaire. » Moi, je pars du principe que la personne a voulu exposer a voulu exposer au niveau du personnage. Donc, le ciel, il est un petit peu surexposé. On s'en fiche, c'est comme ça. Il enregistre et là, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien en faire. À l'inverse, en RAW, il va enregistrer tout. Alors, ça va vous faire un peu bizarre au début, dans le sens où vous allez avoir des photos qui vont être moches, entre guillemets, c'est-à-dire très plates, très ternes, très peu de couleurs, vraiment une luminosité très, très unie. Mais l'objectif, c'est de la retravailler derrière. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut dire, alors, OK, j'ai ma veste, je vais vouloir faire ressortir un petit peu le bleu. Au niveau des nuages, je vais vouloir faire ressortir un peu plus de détails, donc pas surexposer mes nuages. Je vais vouloir faire ressortir un petit peu mes ombres. Là, vous voyez, la tête du personnage était un peu plus sombre à gauche, à droite, elle est plus claire. Toutes les petites choses comme ça, donc pensez-y, shootez en RAW, ça se règle au niveau de vos paramètres d'ordinateur. Maintenant, faites-le en sachant que vos photos vont être beaucoup plus lourdes, donc vous allez remplir votre carte mémoire beaucoup plus vite et vous allez aussi avoir besoin de plus d'espace de stockage sur votre ordinateur et de logiciels de post-traitement derrière. Vous pouvez faire le mode hybride qui s'appelle le mode RAW plus JPEG, où votre appareil, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous propose 2 choses. Il vous propose votre fichier brut, le fichier du capteur, et en parallèle, le fichier traité à sa manière, donc avec les traitements intégrés par votre constructeur. Il faut savoir que les traitements sont différents en fonction des constructeurs. Donc, vous allez avoir le rendu JPEG. Au niveau des traitements boîtiers, enfin, traitements de la marque, vous allez voir en fonction des marques que vous avez, vous pouvez avoir des grosses différences. Ceux qui ont des appareils plutôt du côté de chez Canon, du Canon, j'y pense particulièrement. Au niveau Canon, il y a un traitement qui est assez fort, qui est assez marqué, qui est fait pour plaire. Et ça marche d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Si vous prenez un appareil plutôt du côté de chez Sony, vous allez avoir des photos qui, même en JPEG, sont toujours un peu ternes, un peu tristes. Voilà, après, à vous de voir ce que vous aimez. Vous pouvez tout à fait vous contenter du JPEG dans certains cas. En tout cas, pas dans les photos, dans des conditions difficiles. Ça, c'est absolument interdit. Parce que, je vous rappelle, conditions difficiles, on pense immédiatement, par exemple, photo de nuit. Photo de nuit, si je ne peux pas récupérer chaque détail de mon image et que c'est l'appareil qui a choisi de faire un flou sur les images, enfin de bouger, en fait, de compresser la photo des endroits où je ne l'aurais pas compressé, ça ne sera jamais rentable.
Et puis même pour ceux qui ont eu peur quand Loïc a dit retouche, shooter en RAW, même si après on met les photos dans Lightroom et qu'on fait une retouche automatique, ce sera toujours mieux qu'en JPEG parce que là, il va pouvoir prendre en compte beaucoup plus de choses. Donc, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on a des photos qui, au final, sont quand même mieux. Alors après, retouche, c'est un grand mot. En fait, par retouche, n'entendez pas j'ai supprimé des éléments dans ma photo, j'ai rajouté des arbres sur ma photo. Non, Photoshop. On parle vraiment en fait de développement, c'est-à-dire que le travail de votre boîtier qui fait quand vous faites une photo et que vous la sortez en JPEG, ben, là, c'est vous qui allez le faire. Donc, vous remplacez en fait le boîtier entre le fichier brut et le fichier JPEG. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Non, c'est à peu près clair. Hop. Oui, ils sont pas bien. Ouais, mais c'est pas très grave. On les voit pas, donc ça va. Pour ceux qui veulent aller s'entraîner un petit peu, vous faites avec votre appareil, vous allez voir, c'est très visible. Là, on va faire la démo. Je vais faire la démo avec mon appareil qui est branché derrière. Et vous avez aussi quelques petites applications, on va dire, qui vous permettent de jouer sur tous les paramètres et de faire des tests un petit peu sur voir ce qui se passe au niveau de vos réglages d'appareil. Alors, je vais vous partager mon écran sur ça. Donc, est-ce que tout le monde voit bien ce qui se passe là? À peu près. J'espère. Si vous ne voyez pas, tant pis, taisez-vous. Donc, on va jouer sur les réglages. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, donc là, on a un appareil qui est branché en direct, qui est juste derrière, et qui, du coup, vise une petite enceinte JBL. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais regarder ma courbe d'exposition. L'objectif d'une courbe d'exposition, sans regarder trop dans le détail, c'est que vous n'ayez jamais de pic complètement à gauche ou de pic complètement à droite. Là, je suis à peu près OK par expérience, je sais que c'est bon, mais vous voyez, le pic, là, il doit être avant la ligne de fin. Si votre pic est complètement à droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre photo est surexposée. Si votre pic est complètement à gauche, ça veut dire que votre photo est sous-exposée. Jusque-là, je pense pas trop de surprise. Donc là, j'ai une photo où j'ai 1/13e de seconde et puis ISO 100. Donc ça, l'ISO, j'ai dit, on le bouge en dernier. Donc on va chercher à le bouger en dernier. Et f1.8. F1.8, pour rappel, ça veut dire très petite profondeur de champ. D'ailleurs, vous le voyez, tout est assez flou derrière. Et puis surtout, voilà, la main de Jacques qui est juste derrière en fait l'enceinte est déjà floue. C'est-à-dire que la zone de netteté, elle est vraiment très petite. La zone de netteté, elle est faite vraiment à peu près au niveau du logo, plus ou moins. C'est pas tout à fait bon. Si je prends une photo dans cette situation-là, alors, j'entends, je vois. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais partager tout mon écran parce que vous allez avoir besoin de voir d'autres choses après. Donc, si je prends une photo dans cette situation-là, si mon appareil accepte de se réveiller, c'est là. Non, il va y aller à force. Hop. Ah, c'est parce que j'ai une mise au point qui est toujours en automatique. Hop, on va faire ça. Et allez. Ça marche avant. Ce qui ne veut juste pas déclencher. Oh. On a des gens intelligents qui vont aller. Ça marche bien en plus. Bah oui, évidemment, ça marche bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas réfléchir. Je vais faire démarrer l'appareil. C'est toujours bien quand on fait des démos comme ça en direct. Ça vous rappellera certains profs. Hop. Du coup, ouais, s'il y en a qui ont des questions, posez-les maintenant, le temps qui relance l'appli. Hop. Bon, on a récupéré l'appareil. Et là, il veut bien prendre des photos. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris une photo. Donc, vous voyez bien sur ma photo que j'ai une zone de netteté qui est vraiment là, mais vous voyez directement ici sur l'enceinte, hein, de ce côté-là, je suis déjà plus net en fait. Hein. Donc, il faut faire très attention à cette fameuse zone de netteté à f1.8. On le voit encore mieux au niveau de la table. Ma zone de netteté, elle est vraiment très, très faible, très, très petite. Donc, faites-y attention. Ça, je vous disais en portrait, quand vous êtes avec des très grandes ouvertures, donc des très petits chiffres au niveau de l'ouverture, vous risquez d'avoir votre visage de la personne qui n'est pas parfaitement. Donc là, premier réglage sur lequel je peux bouger, c'est que je vais aller chercher à bouger, moi, sur l'ouverture. Et là, vous allez voir en direct, alors, je suis désolé, il y a un petit peu de grain sur l'image, parce que bah, il n'y a pas beaucoup de lumière là où je suis. Hop. Donc là, je vais bouger le paramètre d'ouverture. Donc en temps réel, vous voyez, là, je suis, si vous regardez un petit peu au niveau des chiffres, je suis à f3.2. Hop, je peux monter, f4, etc., etc. Et normalement, premier phénomène qui doit vous sauter aux yeux, ce n'est pas le fait qu'on gagne en netteté à l'arrière-plan, c'est une réalité, on a vraiment gagné en netteté à l'arrière-plan, on va mettre par exemple la f8. C'est le point le plus marquant, c'est qu'on a perdu vraiment en lumière. Et donc, en fait, tout ce qu'on a perdu en lumière, là, moi, je me suis dit, je veux faire une photo en voyant plus net, plus loin. Mais tout ce que j'ai perdu en lumière, il va falloir que je le récupère ailleurs.
Et donc, pour le récupérer ailleurs, 2 points sur lesquels on peut jouer, on en a parlé tout à l'heure, la vitesse d'obturation et l'ISO. L'ISO, on a dit en dernier, donc on va jouer sur la vitesse d'obturation. Si j'ai perdu en lumière, je n'ai pas assez de lumière, j'ai besoin de gagner de la lumière, il va falloir que je fasse une vitesse d'obturation plus lente. Donc, l'inverse, tout pile. Hop, là, je rends ça beaucoup plus lent. Et donc, vous vous rendez compte qu'aux alentours d'1 seconde 6, 2 secondes, je vais commencer à avoir une photo à peu près exposée comme la première. 2 secondes, attention, je vous le rappelle, c'est trop. C'est-à-dire que ça, à main levée, 2 secondes, c'est interdit. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt se mettre à 1 seconde et puis jouer sur les ISO. Donc, comme l'appareil photo est posé sur une table donc qui ne va pas bouger, je vais pouvoir me permettre mes 2 secondes de temps d'exposition. Je vais prendre la même photo. Donc là, l'appareil travaille pendant 2 secondes. Il prend vraiment la photo pendant 2 secondes. Il la traite, il me la donne. Et donc là, on va pouvoir voir la différence avec la précédente. Et c'est assez flagrant. La première photo, vous avez vraiment une zone de netteté. Je vais essayer de faire ça assez zoomé pour que ce soit vraiment parlant. Une zone de netteté qui est très faible ici. La deuxième photo, vous avez une netteté qui est quasiment parfaite. On va presque jusqu'au bout. On n'y va pas tout à fait, mais on y va presque. Et donc, au niveau de la photo, vous voyez bien, si on zoome sur l'enceinte, que l'enceinte est nette de bout en bout. Là où à f1.8, elle n'était pas nette de bout en bout. Donc, voilà le premier gros réglage, on va dire, sur le plus gros impact en fait, sur votre appareil, c'est la profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est, de mon point de vue, ça chacun a le sien, le plus important. Donc, c'est vraiment ce qui va faire votre photo, c'est ce que vous choisissez de faire. Donc, voilà au niveau de la profondeur de champ. Maintenant, deuxième paramètre sur lequel on a dit qu'on pouvait jouer, c'était le bruit. Donc là, je vais faire quelque chose d'un peu bête. Je vais monter, pas à f1.8, mais plutôt à f16. Donc, je me mets, je vous rappelle, f16, ça veut dire très petite ouverture. Donc, j'ai vraiment un tout petit trou au niveau de mon objectif. Si on se rappelle la démo du tout début, je suis vraiment au minimum. Donc là, ce que je peux faire, c'est augmenter le temps d'exposition. Mais bon, 3 secondes, je ne les ai pas. Donc, je vais passer sur le paramètre, le dernier sur lequel je pouvais jouer, qui était l'ISO. Et donc, l'ISO, c'est parti. On va monter. Et donc, je vais essayer de faire vraiment la démo pour que ce soit assez parlant. Je vais monter au fameux 6400 ISO. On l'a dit, n'y allez pas. C'est le mal, presque. Donc, je refais une exposition à peu près correcte. Et là, je me dis qu'à peu près en 1/3 de seconde, je devrais avoir une photo à peu près exposée comme les autres. Remarquez qu'à chaque fois, on fait à peu près la même photo. C'est-à-dire que je vais bouger un paramètre, 2 paramètres. L'objectif, c'est d'avoir vraiment différentes visions sur la photo. Là, j'ai voulu avoir tout de net, tout parfaitement net. C'est-à-dire que même le fond sera parfaitement net. Vous allez voir la différence à f16 par rapport à f8. On est vraiment beaucoup plus net. J'ai ma vitesse mon temps d'obturation qui est à peu près similaire. Par contre, j'ai beaucoup monté la sensibilité du capteur. Je dis le paramètre auquel on ne touche pas. On touche en dernier. Donc là, la photo est faite. C'est allé assez vite, 1/3 de seconde. On la récupère. Et là, c'est le drame. Alors, ce que vous voyez, je vais reprendre la photo pour faire de la comparaison. La photo à f1.8, on avait ce fameux flou d'arrière-plan très visible. La photo à f16, on est très net partout. Là où la photo à f8, au niveau des livres, par exemple, on va être déjà un peu moins net. On est assez loin. Donc là, je suis vraiment net partout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur la photo. Avant, j'étais à ISO de mémoire 200, quelque chose près. Donc là, j'ai une photo où je n'ai pas de bruit numérique, enfin très peu, il est présent, mais assez peu présent. Ah, je ne suis pas très à l'aise du touchpad, désolé. Donc, on a une photo voilà, avec un peu de bruit numérique, mais ce n'est pas trop visible, c'est acceptable. Là, on avait la même chose en termes de bruit numérique, donc ça n'a pas bougé. Et là, j'ai monté les ISO à 6400. Et donc, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de purée de pixels qui commence à apparaître. Donc, vous voyez qu'on a des contours qui sont beaucoup moins nets. On commence à avoir même des petits ratés, des petits points où là, je commence à avoir du vert, du noir, enfin, beaucoup de choses que je ne suis pas censé voir. Et donc là, ce fameux grain en fait, que vous voyez apparaître et que votre appareil photo, par défaut, quand vous le laissez en mode auto ou votre téléphone, va avoir tendance à le lisser. Si je vous remets la photo à ISO beaucoup moins, vous voyez que ce grain-là est existant. Alors là, apparemment, ce n'est pas la mise au point. Ce grain-là est existant, mais beaucoup moins marqué. Là où ici, il est très marqué. Et en plus, je perds la netteté dans mes comptes. Voilà un petit peu pour les réglages. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à chaque fois que je bouge un réglage, un de ces 3 réglages-là, donc ISO, temps d'exposition ou ouverture, je vais perdre ou gagner en luminosité. C'est tout ce qu'il faut retenir. Après, c'est votre sensibilité à vous. C'est ce que vous recherchez. C'est-à-dire que, est-ce que je recherche une photo où j'ai besoin de faire une photo très rapide parce que je veux prendre une photo, je ne sais pas, imaginons un animal, un sportif, j'ai besoin d'une photo très rapide. Dans ce cas-là, ma priorité, c'est d'avoir une vitesse d'exposition qui soit très lente, très rapide, j'imagine un 250e de seconde,
eh ben, je mets un 250e de seconde et après, je me débrouille pour trouver les autres réglages qui vont bien. Donc là, je veux gagner de la lumière, je vais ouvrir plus, etc. etc. À l'inverse, vous voulez faire un portrait. Donc, portrait, vous vous dites, je veux un fond vraiment flou. Je mets un f1.8 et après, je me débrouille sur les autres réglages pour avoir une exposition qui se correcte, etc. etc. C'est ce que fait votre appareil photo, en fait, quand vous montez dans les modes semi-automatiques, c'est que vous lui donnez un paramètre et il se débrouille sur les autres. Là, je suis en mode manuel, donc l'objectif, c'est que je me débrouille tout. Voilà un petit peu au niveau de la formation. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des inquiétudes? Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir plus? N'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre la parole si vous avez envie. Pas de questions? C'était trop bon pour tout le monde. Il nous a presque promis une photo d'une bière pour faire des exemples plus parlants. J'attends toujours. Bah, je pense que je t'ai laissé des bières dans ton frigo, Jacques, en plus. Oh, alcoolique. Et donc, bien sûr, le truc le plus important là maintenant, c'est que maintenant que tout ça, c'est à peu près frais dans vos têtes respectives, n'hésitez pas à prendre un appareil et à les bidouiller. En fait, c'est comme ça que vous allez gagner en expérience et vous poser de moins en moins de questions ensuite. Ah, c'est pas Elorin quand même. Hein. C'est pas chiant. C'est bizarre, je maîtrise mieux la photo que Elorin. Stylé. Alors, là, je vais vous jouer sur la zone de mise au point. Vous allez voir, hop, je prends mon appareil et là, je vais jouer sur la bague de mise au point en mode manuel. Et vous allez voir cette fameuse zone qui va… Mais pas encore, hein. Tu vas t'attendre 2 secondes. Hop. Vous allez voir cette fameuse zone qui va avancer au fur et à mesure. Donc là, si je zoome un petit peu, enfin, si je change ma zone de mise au point, regardez, là, je vais la mettre au plus proche de l'objectif. Donc, on la voit, elle est là tout en bas. Si j'avance un petit peu, vous voyez, il y a un trait qui avance sur la table. Hein. Si vous regardez sur la table, vous allez le voir, c'est plus visible. Donc, sur la table, et là, hop, j'ai atteint la bière. C'est le meilleur moment. Donc, si je continue ensuite, hop, je vais être au point derrière, ce qu'on appelle la mise au point à l'infini. Donc, hop, quand on bouge, notre zone de mise au point, vous la voyez vraiment bouger sur la table, hein, c'est assez parlant. Et donc, vous voyez notre zone de mise au point. Et elle va s'arrêter parfaitement sur la bière parce que c'est le meilleur moment, le moment où on va l'ouvrir et la consommer. Et nous avons Guillaume qui nous pose la question, est-ce qu'il y aura d'autres formations comme ceci? Alors, est-ce que comme ceci, tu entends avec 2 hommes beaux, grands et forts? Non, parce que si c'est le cas, il n'y en aura pas d'autres. Oui, il va y avoir d'autres formations. Alors, formation un peu sur la composition et comment choisir un peu son matériel. Le matériel, ça, c'est obligatoire. En fait, on est un peu obligé d'y passer. Et après, les formations, ça sera en fonction de vos envies. C'est-à-dire de quoi vous avez envie au niveau des formations. Qu'est-ce que vous avez envie de creuser? Est-ce que vous avez envie de creuser plus vers l'extérieur, vers les photos alors, je réponds à ta question, Maximilien, juste après. Est-ce que vous voulez creuser plus vers les photos extérieures, vers les photos portraits, vers le studio, vers les conditions difficiles, type nuit, light painting, longue exposition, etc., etc. On peut voir plein de thèmes, mais ça dépendra de vous. Il y a les formations, il faut aussi savoir que, Inch'Allah, il y a des événements. Et quand il y a des événements où PixArt est demandé pour… Je ne veux pas te casser le truc, mais alors, pendant la formation, il y a eu les annonces du Premier ministre confiné dans l'Oise. On a vu ça, mais il y aura des événements. Alors, s'il y a des événements, peut-être pas dans le mois qui arrive, parce qu'on est confiné, mais s'il y a des événements, à l'origine, PixArt, on envoie des photographes et on peut prendre des gens qui ne savent pas forcément prendre de photos, genre Loïc. Mauvais exemple. On peut prendre des gens qui ne savent pas prendre de photos ou alors mal, qui ont encore du mal avec les réglages et on mettre un photographe qui, lui, normalement, sait prendre des photos. Enfin, normalement, sinon on ne prendrait pas… On y va à plusieurs, il n'y a pas de souci. S'il est sobre. C'est assez… Ouais, alors sobre, ça, c'est un détail. C'est faux, c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire dans une certaine mesure. Mais j'ai pas… Sobre, photographe de Pixar, tu m'excuseras, mais… Alors, si, parce qu'en fait, tu fais une fois l'erreur de finir avec beaucoup de photos flots parce que tu t'es mis en mode rafale pour une raison que tu ignores. Donc, bon, c'est un autre détail. Non, pardon. Mais donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment d'avoir en fait un accompagnement au maximum. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de venir faire des photos en fait, avec Pixar. Et pour un truc qu'on a beaucoup entendu, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas en fait se mettre dans nos jambes en disant ouais mais je veux pas te déranger quand tu fais des photos. Au contraire, nous ça nous fait plaisir de voir
une nouvelle vision sur comment vous avez envie de faire de la photo. Nous, ça nous fait aussi réfléchir, alors qu'on a quelques heures de photos dans les pattes. Vous nous faites voir une nouvelle façon de voir le truc. Ça nous fait plaisir de vous aider à vous former, à découvrir et tout. Donc, venez nous voir, venez vous mettre en binôme avec nous. Il fut un temps, Papy Loïc était dans cet état-là. Non, j'ai attendu, pour vous donner une idée, j'ai attendu 2 ans avant de rentrer chez Pixar, quelle grosse erreur. Donc n'hésitez pas, en fait, venez vraiment. Normalement, on mange personne. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a de l'expérience à prendre partout dans tous les cas, pour une fois que c'est vrai. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir et à participer aux événements, en tout cas aux formations au moins, et puis aux petits événements qu'on peut faire ensuite derrière pour améliorer tout ça et puis juste prendre en main le matériel et que vous n'ayez pas peur de vous lancer. Exactement, n'ayez pas peur. Et surtout, vous ne posez pas, il y a une question, il y a un problème en fait qui revient souvent, et même moi je l'ai toujours, c'est je vais sur un événement et les gens ils vont attendre un rendu. C'est une évidence, les gens ils vont attendre leur photo. Ils ont demandé une photo, ils vont l'attendre. En fait, ça peut mettre une pression énorme, mais vous ne posez pas trop la question si votre photo, à vos yeux, elle est un peu ratée. Pour eux, elle est peut-être parfaite parce que dans tous les cas, ils ne l'auraient pas eu. Ou s'ils l'avaient eu, ils l'auraient eu avec un téléphone à l'arrache et il aurait manqué une personne dessus. Enfin, imaginez-vous que dans tous les cas, ce que vous faites, c'est important et qu'ils en ont besoin, qu'ils aiment ça. Et donc, du coup, n'ayez pas peur de rater un peu. Si vous ratez un peu une photo, ça arrive. Donc, moi, j'en rate encore. Tant pis, elle est un peu ratée, elle est un peu floue, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas non plus complètement dénuée de sens pour les personnes qui sont en face. De toute façon, vu que après 22 heures, ils ne sont plus vraiment en état d'attendre quoi que ce soit, il y en a qui découvrent des photos le lendemain. Donc, partez du principe qu'on est là et nous, on se fait plaisir. Et dès qu'on leur donnera des photos, ils seront contents quand même. Je ne compte plus le nombre de photos de profil qui ont été prises par Pixar. Parce que les gens, ils sont trop contents, ils ont des bonnes photos. Donc, n'hésitez pas, vraiment, chauffez-vous. On est cool dans Pixar un peu. Ça passe, genre, certaines personnes. Allez pas voir Loïc. Voilà, évitez Loïc. Réponse, ça va. En plus, maintenant, c'est l'adversité. Il est prof maintenant. Je suis pas prof, je suis cotisant BDE. Non, t'es prof. Il y a beaucoup de profs cotisants BDE. Tu te tais et tu restes dans ton rôle de prof. Voilà, on ne peut pas être parfait. Tous les gens sont parfaits, quoi. C'est pas grave. Mais vraiment, n'hésitez pas. Du coup, chauffez-vous, venez découvrir parce que c'est comme ça en fait que vous saurez prendre des photos. C'est en allant sur le terrain et en vous plantant 15 fois parce que vous avez mis un ISO à 18 000